Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Learning Technology France est l'événement numéro 1 en Europe dans le domaine des technologies au service de la formation. L'édition de février 2020 réunit 7000 professionnels du e-learning, de la formation, des ressources humaines et de la gestion des talents du monde entier. Pour en savoir plus, www.learningtechnologyfrance.com. Bien, je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entreprises qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Bienvenue dans ce nouveau numéro exceptionnel du podcast EdTech France, enregistré depuis le salon Learning Technologies à Paris, porte Versailles. On est ici au cœur de l'écosystème de la formation professionnelle avec les acteurs qui innovent et inventent le future of work. Les formations digitales ont parfois souffert d'un manque de crédibilité. Mais depuis peu, elles se sont généralisées dans les entreprises qui réalisent de plus en plus des investissements lourds dans ce domaine, soit en créant leur propre contenu, soit en l'achetant à des prestataires extérieurs. Et qui dit investissement lourd, dit volonté de rentabiliser. Si la formation est obligatoire en entreprise, les sociétés ne sont pas toujours prêtes à investir et demandent souvent des garanties. Mais comment mesurer l'efficacité, le fameux ROI d'une formation digitale ? Bien, pour répondre à ces questions, nous accueillons aujourd'hui deux experts pour en parler. Éléonore Vrillon. Bonjour Éléonore. Bonjour. Tu es responsable R&D, recherche et développement chez YouKnow, c'est ça ? Tout à fait. Et on va revenir un peu sur ton parcours et ton profil. Et Frédéric Kutzmann. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comment vas-tu ? Tu es en forme ? Ouais, très bien. Bon, on se tutoie tous d'abord parce Oui. que on se connaît, et puis que l'high-tech, c'est ça, c'est le tutoiement généralisé. Tu es CEO de My Serious Game qui propose des formations digitales sur mesure. Et on va parler avec toi aussi de gamification, de jeux sérieux, parce que voilà, on va parler d'efficacité des formations, mais on va, vous allez voir, essayer d'aller aussi un petit peu plus loin. Alors, Éléonore, je veux parler de ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as fait avant d'arriver chez YouKnow ? Oui, tout à fait. J'ai intégré YouKnow il y a 1 an et demi maintenant. Ouais. Donc ça veut dire que tu n'es plus en période d'essai, c'est ça ? Exactement, Bon, déjà, c'est la bonne ça. nouvelle. Après 8 mois longs et difficiles, non, sans blague. Ça fait 1 an et demi que je suis là, et le fait est que j'ai eu un parcours un peu atypique parce que j'ai presque 30 ans maintenant, et là c'est ma première expérience en entreprise. D'accord. Jusqu'alors j'ai fait principalement de la sociologie et j'ai eu un parcours strictement de recherche. Donc j'ai fait, après 5 ans de sociaux et de philo, une thèse en sciences de l'éducation et D'accord. sociologie à l'université de Bourgogne, où je suis Ouais. partie parce que j'avais un financement. Et j'ai étudié plus spécifiquement tout ce qui était inégalité d'accès, de réussite et les effets suscités par le suivi de MOOC Ouais. à des fins de formation, tant initiale que professionnelle. Donc on apprend deux choses. La première, c'est qu'on peut trouver un travail après avoir fait de la psycho, de la socio voilà. et de la philo. Donc voilà, tous ceux Tout à qui nous fait. écoutent, il y a de l'espoir. Et ensuite, ça veut dire aussi que dans les startups, dans les entreprises de l'high-tech, on recrute des gens sérieux, quoi. Hein. Frédéric, toi aussi, tu as un parcours qui est sérieux, qui est solide. Oui, alors moi, école de commerce, j'ai Ouais. travaillé une petite dizaine d'années dans différentes directions, avant effectivement d'exercer ma passion, qui est vraiment le conseil, la formation et l'accompagnement des grandes organisations. Et donc j'ai fait psycho du travail pour m'outiller, mieux comprendre un peu le monde des ressources humaines, la motivation, l'apprentissage, le recrutement. Et puis avec un regard de néophyte, en fait, j'ai commencé à m'intéresser au e-learning en me disant finalement ce qui existe c'est très tech, c'est pas mon univers, je suis pas sûr que ça marche. On va y aller en pensant apprenant et en se disant tiens moi qu'est-ce que j'ai envie de suivre en digital. Et on a commencé à construire comme ça et ça a devenu My Serious Game. Et chez My Serious Game, il y a aussi des chercheurs, des docteurs. On a une dizaine de docteurs et on a beaucoup de programmes de effectivement R&D. Notre vrai champ d'investissement et ce auquel on croit beaucoup, c'est vraiment effectivement qu'est-ce qui fonctionne en termes de pédagogie et comment est-ce qu'on va réussir à accompagner l'humain dans ce qui arrive et qui est considérable, c'est des profondes mutations en fait, du monde du travail. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir développer les soft skills, comment on va pouvoir faire en sorte que les gens soient compétents, formés, comprennent bien ce qui leur arrive. Donc c'est des enjeux considérables. Et ça, c'est important de le rappeler, parce que derrière le mot tech, on voit qu'il y a des choses très sérieuses. Il y a de l'humain, il y a des chercheurs. La vraie transformation, elle est d'abord pédagogique, et c'est pour ça que on retrouve ces profits dans les entreprises tech. Peut-être, Éléonore, tu as dit le mot MOOC. Ceux qui nous écoutent savent peut-être pas encore ce que c'est. C'est quoi un MOOC ? Oui, alors les MOOC, ce sont des cours en ligne ouverts à tous et gratuits.
Globalement, c'est un mouvement qui a été lancé, je dirais, dans les années 2012. Il y a eu 3 grandes plateformes américaines qui s'appellent EDX, Coursera, et puis la troisième m'échappe dans le stress du podcast. Donc 3 grandes plateformes américaines, et la France s'est elle-même en fait positionnée en créant une plateforme de MOOC qui s'appelle France Université Numérique. FunMOOC. Exactement, c'est ça. Et donc l'idée, c'est de pouvoir se démocratiser l'accès à la formation, que tout à chacun puisse accéder à des contenus, que ce soit en formation initiale, professionnelle, gratuitement. Et chez Youno, on fait des Spock aussi. C'est quoi? C'est le type avec les oreilles pointues là, dans Star Trek, non? Alors, pas du tout. Justement, le Spock, c'est un format qui est hérité du MOOC. Spock, c'est pour un acronyme qui désigne Small Private Online Course. L'idée, en gros, c'était de faire évoluer le dispositif pédagogique pour passer du MOOC au Spock. Alors, je m'explique. Concrètement, dans le MOOC, tout le monde y a accès, tout le monde s'inscrit en même temps sur une plateforme et suit ces cours-là, mais d'une manière assez autonome. Il y a assez peu d'échanges et peu d'accompagnement humain, ce qui fait qu'on observait un taux de décrochage extrêmement important, de l'ordre de même pas 10% des personnes qui allaient au bout, et encore ça c'est sur une moyenne qui vient lisser quand même déjà des tendances qui étaient plus mauvaises que ça du point de vue de l'engagement. Donc là, l'idée du Spock, c'est vraiment de créer en fait des petites communautés d'apprenants qui vont être ensemble en même temps. Il y a une grande dimension humaine avec du coup un accompagnement par un expert, du tutorat. L'idée, c'est de créer un esprit de groupe avec au cœur de ce parcours pédagogique de la mise en pratique et des activités qui sont cette fois-ci beaucoup plus inspirées du quotidien professionnel, puisque le Spock est du coup un dispositif de formation professionnelle qui a vocation donc à se positionner pour remplacer le stage en présentiel. Voilà, pour être une alternative, disons ça. Frédéric, la spécificité de My Serious Game, le produit phare, le produit pédagogique phare, c'est quoi? C'est le Serious Game, justement? C'est la technopédagogie et en fait, tout ça pour nous reste vraiment des moyens. C'est vrai que notre positionnement, on part de l'enjeu, du défi du client, de son problème. Les gens ne se forment plus sur les plateformes LMS, les gens ont besoin d'être formés sur l'éthique des affaires. Et ensuite, on va construire la solution. Donc ça peut être vraiment en réalité virtuelle, service gaming, digital learning. Et on va vraiment mixer en réalité augmentée. On aime bien d'ailleurs les parcours qui vont fusionner plusieurs modalités d'apprentissage. Donc ça, c'est un parcours assez efficace. Mais ça peut être une application, etc. Tout ça, c'est une panoplie, un éventail de solutions qui sont mises à disposition d'un projet pédagogique, en quelque sorte, de formation. Exactement. Pour nous, aujourd'hui, c'est assez facile. Il y a des outils. Il y a évidemment des développeurs, des équipes techniques, des startups qui ont des super innovations aussi. Donc la techno, elle existe, elle est là. C'est par contre comment bien l'utiliser. Et pas faire des simulations un petit peu plan-plan. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, je t'en prie, assis-toi. Merci. Alors aujourd'hui, je vais te parler de ceci. C'est pas mal. C'est très bien fait. Et est-ce que tu ressens encore cette méfiance vis-à-vis des formations digitales quand tu vas rencontrer des entreprises, des clients? Il faut montrer que ça marche. Comment est-ce que ça s'exprime aujourd'hui? Moi, il y a 5 ans, il y avait de vraies résistances, notamment sur la gamification. Parfois mal perçu. Moi, je veux pas que Alors peut-être simplement expliquer ce que c'est que la gamification pour ceux qui nous écoutent. Alors pour rendre une formation efficace, on sait que l'émotion, l'attractivité du dispositif, son ergonomie, etc. sont des éléments qui sont importants, et on va utiliser chez nous des leviers motivationnels issus de la gamification. C'est-à-dire on va jouer par exemple sur le sentiment d'utilité, on va jouer sur des récompenses, on va jouer sur le sens, énormément. C'est des choses qui viennent notamment des jeux vidéo, l'idée du badge, de la récompense, on passe un niveau, etc. Oui, tout à fait. Du level design, du game design, du gameplay. C'est hyper important. Le level design, par exemple, c'est vraiment une notion qui, pour moi aussi, va se développer dans les années qui viennent. C'est la capacité à avoir, quand on joue à un jeu, quel qu'il soit, vous avez un niveau qui va s'adapter. Si vous êtes en difficulté, vous allez avoir des récompenses gratuites dans votre application. Vous ne vous rendez pas compte, mais de manière à ce que vous ne soyez pas découragé, mais que ce soit toujours challengeant. Et il faut absolument que les formations aussi puissent s'adapter. Ça, pour moi, c'est une des grandes tendances. S'adapter à l'apprenant, à sa façon d'apprendre, son niveau, etc. D'accord.
Éléonore, comment est-ce que justement on peut évaluer une formation digitale? C'est une question qui est très ouverte, hein, mais il y a un truc qui m'intéresse là. J'ai entendu parler d'un modèle d'un certain Kirk, qui n'est pas Douglas. Là. De Kirkpatrick, exactement. Alors, je fais juste un petit détour en fait pour répondre à cette question, parce qu'en fait, souvent, on se dit comment évaluer une formation digitale. Finalement, je trouve que c'est pas mal de revenir un peu sur le fait de se dire que là, ces formations en question, enfin, je sais pas pour toi, Frédéric, mais là, le SPOC, c'est de la formation professionnelle. Oui. Et du coup, ça implique de se redire un peu, finalement, pourquoi est-ce qu'on forme et donc qu'est-ce qu'on cherche à évaluer. Oui. En fait, on oublie trop souvent, on se dit directement, on pourrait se servir d'indicateurs qui maintenant sont devenus plus communs, comme le taux de certification, le taux d'engagement, ou le fait d'avoir un super NPS si jamais il y a une dimension marketing. Mais en fait, le fait est que quand on évalue, c'est simplement le fait de s'assurer, de mesurer qu'on a atteint des objectifs et que ces objectifs et que les résultats qu'on a obtenus, ils soient à la hauteur de ce qu'on attendait, quoi. Voilà, ce soient les résultats escomptés. Le fait est que du coup, quand on fait de la formation et quand on fait de la formation professionnelle, ne serait-ce que quand on regarde les différentes parties prenantes, en fait, les objectifs que chacun poursuit, que ce soit le responsable de formation, le participant, une entreprise ou alors encore même le formateur, leurs objectifs ne sont pas les mêmes. Donc quand on dit évaluer la formation digitale ou évaluer la formation professionnelle, ça implique déjà de se poser la question, de se dire pour qui est-ce qu'on évalue, quel point de vue on regarde, quelle partie prenante. Une fois qu'on s'est dit ça, ça permet déjà de clarifier un peu ce qu'on cherche à évaluer. Donc et quels indicateurs on va mettre en place pour essayer de vraiment prouver que ce qu'on a mis en place ça satisfait l'intention qu'on avait. Donc là, à partir de là, on peut prendre quelques exemples. Imaginons si on se dit qu'on veut évaluer la réussite, enfin on veut évaluer pour le participant ce que c'est que, par exemple, être efficace dans une formation professionnelle. Peut-être que des indicateurs pertinents, ça pourrait être l'atteinte des objectifs, le fait d'avoir une promotion à l'issue du passage par la formation, le fait d'avoir acquis des nouvelles connaissances, savoir mettre en œuvre des nouveaux comportements. Donc là, en fait, déjà, ça nous donne quelques indicateurs qui permettent de prendre du recul, un peu sur ce débat-là. Et par exemple, si on prend cette fois-ci, là, pour vraiment illustrer la gamme, si on prend le parti responsable de formation, ça pourrait être des indicateurs de l'ordre du taux d'accès, combien de collaborateurs cette année se sont formés, quel est le budget que j'ai eu, est-ce que du coup ce budget-là il a été bien optimisé par rapport à ses intentions. Donc on voit qu'en fait l'action d'évaluation implique d'être vraiment au clair, on évalue pour qui et on évalue à quel niveau. Une fois qu'on a dit ça, juste pour situer, effectivement, il y a ce que tu disais juste avant, il y a ce fameux modèle de Kirkpatrick qui est bien plus répandu maintenant dans la formation professionnelle, qui est assez connu et qui a, je dirais, l'intérêt de mixer en fait ces différents niveaux. Ils se distinguent en gros en 4, c'est un peu une forme d'escalier, on pourrait se le représenter comme ça. La première étape, c'est d'évaluer la satisfaction du coup pour les participants. Donc on essaye de savoir, est-ce que vous êtes content globalement de cette expérience de formation, de tout ou d'une partie de la formation. Donc par exemple, si c'est en ligne, est-ce que vous êtes content de la qualité des vidéos, des activités pédagogiques, est-ce que vous êtes content de l'interaction avec les participants, ce genre de choses. Ça c'est pour évaluer, c'est pas l'efficacité, c'est la satisfaction, disons, de l'apprenant au moment le questionnaire de satisfaction. Exactement, le questionnaire de satisfaction à chaud, tel qu'il est assez répandu, finalement très classique, y compris en présentiel, comme en distance, exactement. Donc ça c'est vraiment le premier stade, j'allais dire. Mais une fois qu'on a ça, un stade, la seconde échelle, c'est de se dire, évaluons si justement il y a eu un apprentissage. Est-ce qu'à l'issue de ce temps qui a été passé en formation, est-ce que les gens, en gros, ont appris des choses, des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences selon l'intention qu'il y avait dans le dispositif. Troisième stade de l'évaluation, donc là on continue à monter les marches de Kirkpatrick. La troisième marche, c'est celle des comportements. Donc une fois qu'on est passé par la formation, si on était satisfait, si on a appris des nouvelles choses, est-ce que finalement on va réutiliser ces nouvelles habitudes, ces nouvelles connaissances dans le contexte professionnel ou alors même personnel dans lequel on va se retrouver après cette expérience finie. Et du coup, d'une manière en fait reliée, parce que du coup c'est différent, vous comprenez que c'est pas des marches isolées mais que c'est un escalier qui est vraiment cohérent. Cette dernière marche, c'est se dire s'il y a eu satisfaction, s'il y a eu apprentissage, s'il y a un transfert des comportements, il y aura cette quatrième marche qui est celle des résultats pour l'organisation. Et donc on peut imaginer qu'il y aura un impact positif du coup pour les entreprises. C'est-à-dire que le départ du salarié finalement qui est plus employable. Voilà, pas forcément le départ, mais au moins sinon son exercice. On lit parfois là sur les réseaux sociaux cette espèce de maxime.
Que se passe-t-il si on forme les employés qui partent? Oui, mais c'est encore pire si on les forme pas et qu'ils restent. Voilà, c'est un peu Ouais, et puis alors juste pour rebondir quand même, petit clin d'œil, en fait il y a eu beaucoup d'enquêtes qui se sont justement questionnées là-dessus parce que c'était quand même un parti pris qui n'est pas anodin, le fait de se dire qu'on donne la responsabilité à l'entreprise d'assumer finalement la charge d'investissement pour le maintien des compétences. Ça c'est un parti pris qui est quand même pas du tout anodin, on aurait pu imaginer des politiques qui ne soient pas celles-ci. Mais le fait est que plusieurs enquêtes ont bien montré qu'en fait il n'y a pas plus de chances de partir et de quitter une entreprise après avoir été formé que si on n'a pas été formé. Donc en fait il n'y a pas de corrélation ni de causalité entre ces deux choses-là. Donc pas de crainte à avoir peut-être mal placé. Et moi qui ai été manager d'équipes importantes, quand les gens sont formés, ils se sentent mieux, ils sont en général d'une part plus efficaces au travail et surtout plus heureux, et ils ont plutôt envie de rester en général. C'est ce qu'on retrouve. Frédéric, avec Messiah Game, notamment dans un projet avec Fnac Darty, vous avez évalué l'apport justement des formations. Comment ça s'est passé? Oui, parce que ça reste toujours des opérations un peu compliquées parce qu'il y a des éléments de contexte qui nous échappent. Imaginons que les salariés sont augmentés en parallèle, etc. Et ça joue beaucoup, donc c'est toujours difficile. Donc les vraies évaluations de la formation et de l'impact de la formation, c'est souvent dans des champs un peu expérimentaux avec des universités, et des groupes d'étudiants, etc. Là, on essaye d'aller plus finement. Mais Fnac Darty, effectivement, on était plutôt dans l'onboarding, dans de l'information. Alors l'onboarding, pour ceux qui nous écoutent et qui ne parlent pas du tout l'anglais. Eh bien, l'engagement, on va dire. C'est quand on arrive dans une entreprise, c'est ça? Exactement. Voilà, on va jouer sur le sentiment d'appartenance, on va jouer sur des tas de choses pour embarquer les gens et que très vite ils soient efficients, qu'ils se sentent bien et qu'ils puissent avoir des résultats. Et donc effectivement, avec cette petite application, donc là le moteur la gamification est assez simple. On est parti du Milborn un petit peu. Le jeu j'adore. Voilà, tout le monde connaît Milborn, des souvenirs, des engueulades, un peu tout ça. Et les crevaisons, c'est horrible, les crevaisons. Mon Dieu. Et l'idée, c'est tous les matins de jouer avec cette petite appli, mais c'est vraiment des formats très courts, 1, 2, 3 minutes, où on découvre ces résultats de la veille et c'est interfacé avec les logiciels de caisse. Et puis en fonction de ces résultats, on va avoir des cartes plus ou moins puissantes. Donc je vais pouvoir, toi Rémi, t'attaquer, t'envoyer, c'est pas une crevaison, mais en tout cas un défi, un challenge, etc. Mais comme tu avais super bien vendu hier, tu as la carte boomerang, donc je peux en prendre mon attaque dans la figure. Donc il y a de la compétition et les forces de vente adorent ça. Et il y a cette côté aussi collaboratif où on va devoir s'associer, collaborer pour piéger un autre magasin. Donc ça, il y a un engouement. On fait des saisons, parce que jouer tous les jours à ça, au bout de 2 ans, on décroche complètement. Donc c'est vraiment des saisons, 3-4 semaines, et on recrée du manque. Ça c'est génial pour créer du désir. Donc et ça recommence avec de nouvelles fonctionnalités. Et ce qui est très intéressant dans ce dispositif, et ça aussi pour moi c'est une des tendances, c'est qu'il va s'adapter. Donc le directeur d'un magasin, il a la possibilité de jouer sur des curseurs de manière à ce que chacun ait un objectif réaliste. Quelqu'un qui a mi-temps dans l'entreprise, quelqu'un qui a en apprentissage dans le magasin, on va pas lui fixer le même objectif. Donc ce qui fait qu'il ajuste, il a des marges de manœuvre pour pouvoir adapter et de manière à ce que tout le monde ait un objectif ambitieux mais atteignable. Et donc ça rend le côté personnalisé. Il y a des gens qui résistent à la gamification justement, qui disent non, c'est pas pour moi, pour qu'ils me prennent, je veux pas jouer au Milborn, j'ai 43 ans. Il y a des résistances parfois chez les collaborateurs. Il y a une directrice communication d'un grand groupe qui me dit vous pouvez pas changer de nom de votre société parce que comme il y a game dedans, mon dirigeant, on parle de 300 000 collaborateurs pourtant, mon dirigeant il voudra pas. Et signer avec vous. Finalement il a signé parce qu'il y avait Serious. Quel que soit l'âge, en fait, oui, il y a toujours cette résistance. Moi, je ne veux pas qu'il joue sur le lieu de travail, mais finalement, je lui renvoie en général qu'au début de la réunion, il a lancé une blague, que ce qu'il a retenu, c'était le moment émotionnel de la remise du diplôme, etc. Et qu'on va juste jouer avec ça, en fait. Très bien. Et alors, Éléonore, chez Youno, vous testez aussi l'efficacité de la formation, mais cette fois au niveau de l'individu, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'on utilise comme indicateur, du coup? Alors, en fait, là, l'idée qu'on a chez Youno, c'est un peu de s'attaquer, j'allais dire, au défi de l'évaluation. Et c'est vrai que j'avais un peu, souvent, là, quand on va dans des conférences ou qu'on en discute, ou même qu'on parle avec des responsables de formation, c'est vraiment le terme de défi qui arrive parce que ces pratiques ou ces efforts qui sont mis pour justement se dire quels sont les objectifs, quels indicateurs je mets pour les atteindre, en fait, ils sont quand même très peu répandus.
Au global, ça me fait toujours un peu rire de tomber sur des rapports. Là, c'est vraiment lié en fait, à ma plongée quand je suis arrivée chez Youno, où du coup, je creusais un peu cette question pour évidemment ne pas réinventer la roue et quand même capitaliser sur des travaux antérieurs. Et en fait, il y a par exemple un rapport de la Cour des comptes qui dit que l'évaluation, elle est introuvable et lacunaire dans la formation professionnelle. Là, plus récemment, il y avait un rapport de France Stratégie qui disait que par exemple, il y avait donc près d'un salarié sur 2 qui se forme effectivement, mais que concrètement, on n'en savait que peu sur la qualité de ce qui avait été fourni. Donc là, l'idée avec Youno, et c'est la pente vraiment sur laquelle la boîte s'engage, c'est d'essayer de relever ce défi de l'évaluation. Et pour le faire, du coup, tout à l'heure, je disais il faut bien être au clair avec les objectifs qu'on se fixe et quelle partie prenante on veut vraiment regarder. Donc là, l'idée, c'est de répondre à 3 questions, en fait, avec un dispositif d'enquête que j'ai mis en place. Ces 3 questions sont les suivantes. La première, c'est de se dire, est-ce qu'à l'issue du passage par un SPOC, il y a eu une montée en compétences réelle ? Donc, est-ce que la personne, elle va concrètement avoir gagné en compétences par rapport aux différentes dimensions qui vont être vues dans le cours et dans l'espace de cette formation ? Ensuite, la seconde question à laquelle on cherche à répondre, c'est le fait de se dire, ok, si jamais il y a eu montée en compétences, est-ce qu'il y a ensuite un transfert à l'issue de la formation ? Puisque le SPOC a cette particularité d'être donc un dispositif qu'on suit à son rythme, quand on veut, en ligne et n'importe quand. Ce qui fait qu'il n'y a pas de moment où on est vraiment décorrélé, déconnecté complètement de sa réalité professionnelle, ce qui permet, disons que la promesse, ou en tout cas ce qui était pressenti par Yannick et Jérémy quand ils ont lancé cette société, c'était de se dire on va lever des barrières concrètes qui étaient des obstacles bien identifiés au transfert en situation de travail. Donc regardons s'il y a eu un transfert. Et enfin, la dernière question, qui est plus cette fois-ci relative, j'allais dire, à mon passé de chercheur davantage, c'est d'essayer de comprendre à partir de quelles conditions est-ce qu'en fait on observe une montée en compétences et on a effectivement un transfert en situation de travail. Donc pour faire une petite traduction, en gros l'idée c'est de comprendre qu'est-ce qui relève de la responsabilité de la formation pour expliquer s'il y a une montée en compétences, qu'est-ce qui relève du contexte d'entreprise et qu'est-ce qui relève aussi du contexte du parcours des individus et de leur expérience précédente. Donc à partir de là, ça c'est nos 3 questions. Donc c'est le projet de recherche que je défends du coup là chez Youno. Et pour ce faire, j'ai en gros une boîte à outils. J'ai mis en place un protocole d'évaluation. Ce protocole d'évaluation, il est structuré en 4 temps pour vraiment le volet quantitatif, donc qui est le volet, on collecte des données, des statistiques avec des questionnaires et avec des learning analytics, donc qui sont toutes les traces de suivi, tous les comportements que les participants ils vont avoir quand ils sont en train de suivre un SPOC en ligne. Donc au tout début, il y a un questionnaire autodiagnostic. Cet autodiagnostic, il permet en fait de pouvoir établir quel est le niveau initial des personnes quand elles commencent la formation dans les différentes compétences clés qui vont être abordées. Elle permet aussi de bien qu'eux-mêmes clarifient quels sont leurs objectifs quand ils entrent en formation, parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes objectifs et les mêmes intentions. Et enfin, de savoir aussi quelles sont leurs attentes pour que le formateur puisse au mieux les accompagner à ce moment-là. On collecte un ensemble d'infos aussi sur leur profil et le contexte d'entreprise. Ensuite, le deuxième temps, c'est donc ce que je disais juste avant, qui est le fait de collecter un ensemble d'informations sur comment elle se comporte concrètement pour voir ce que nous, on pourra améliorer ou pas ensuite par rapport à cette expérience de formation. Et après, 2 derniers temps dans ce dispositif. Le 3e, c'est un questionnaire de satisfaction à chaud qui est assez traditionnel finalement dans la formation professionnelle. Dans celui-là, on a vraiment mis le paquet, j'allais dire, et on a vraiment clarifié l'intention pour être bien au clair, pour savoir si les gens sont effectivement satisfaits, pour là pouvoir faire évoluer les dimensions qui ne le seraient pas. Et puis essayer de savoir aussi s'ils ont l'intention déjà de transférer, s'ils ont trouvé cette formation utile, parce qu'on pourrait aussi imaginer qu'en fait cette formation, elle leur apportait plein de choses, mais que ça ne collait pas à leurs besoins du moment. Donc l'idée, c'est ça. Et le tout dernier temps, c'est que là, je les réinterroge moi ensuite 3 mois après la fin de la formation. Ils repassent l'autodiagnostic de départ, ce qui nous permet d'évaluer si jamais il y a eu une montée en compétences ou non. Et on essaye d'avoir un ensemble d'infos pour savoir, est-ce qu'ils s'en sont servis, est-ce qu'ils valorisent sur les réseaux sociaux, pour essayer de comprendre un peu mieux, quelle est cette valeur des certifications sur le marché de la formation professionnelle. C'est intéressant ce retour après pour voir si ça a marché, si ça continue de produire des effets. Frédéric, les data, les données, c'est aussi quelque chose que vous utilisez pour essayer de voir si ça marche en temps réel. Oui, parce qu'on est effectivement
on était dans des phases empiriques sur ce marché. Il est essentiellement, on le voit aussi aujourd'hui, même s'il y a de très beaux stands, c'est essentiellement un marché de toutes petites entreprises. Beaucoup sont 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Et donc finalement, on est encore en train de construire tout cela. Et c'est vrai qu'on a besoin de méthodes, on a besoin de référentiels, on a besoin de structurer tout ça. Et c'est vrai que la donnée va pouvoir nous permettre de répondre à des questions. Est-ce que pour apprendre le management, il faut que tu m'envoies dans l'espace avec un jeu de fusée, ou est-ce qu'au contraire, il me faut des situations bien concrètes de mon lieu de travail? Ou est-ce que ça dépend de l'âge? Ou est-ce que ça dépend du niveau du manager? Est-ce que on manque encore cruellement de réponses? On y va chacun avec nos convictions, nos savoir-faire, etc. Et on a vraiment besoin d'un de l'art. Nous, on est très fiers cette année on a annoncé la semaine dernière la première certification AFNOR qu'on a co-construit avec eux pendant 1 an. On a lancé ça au siège de Microsoft la semaine dernière, qui permet d'avoir, elle s'appelle la fac. Donc, j'invite vraiment tous les acteurs à passer, où on utilise Kirkpatrick, mais surtout Bloom, pour se dire parce que la clé, comme tu l'as très bien dit, la clé, c'est de bien comprendre l'enjeu, l'objectif pédagogique ou l'objectif business, mais tout le cœur de notre métier, c'est de bien comprendre ça. Et parfois, le responsable formation ou chez le client, c'est pas très clair, etc. Donc, mais à partir du moment où tout ça est très clair, après, on sait conduire par une application, par des catalogues, par la modalité. Et après, elle se déroule assez facilement. Mais il faut bien penser ça. Il y a encore beaucoup d'immaturité, et donc là on va vers cette consolidation, et la donnée va pouvoir effectivement nous permettre de valider, d'invalider. Donc on a sorti un petit produit qui s'appelle Edmil, qui permet justement de tracer de manière très fine les temps d'hésitation et énormément de données de comportement. Comme on a la chance d'avoir à peu près 1 million de gens qui suivent nos formations, ça nous donne beaucoup de données qui vont pouvoir, au fur et à mesure, surtout dans 1 an, enrichir et pouvoir faire progresser un modèle pédagogique où on a vraiment besoin d'arriver à un état de l'art. Et c'est peut-être des choses que Udo et Massy pourraient faire ensemble aussi. Voilà, parce que en tant que directeur général d'EdTech France, je vois passer beaucoup de belles choses, et on a aujourd'hui des entreprises comme les vôtres qui ont atteint une certaine maturité, c'est plus effectivement 2-3 associés qui sont à 6 mois, mais qui ont des visions à plus long terme, et qui recrutent aussi des enseignants-chercheurs, parce que c'est pas la priorité, Éléonore, quand on monte sa boîte, d'avoir un chercheur, je dois l'avouer. Mais ça veut dire qu'on a atteint justement une certaine maturité, que on peut travailler véritablement sur le fond, démontrer des choses. Et moi, je lance un appel aux entrepreneurs EdTech qui m'écoutent. Essayons peut-être de modéliser quelque chose ensemble, quoi. On parle beaucoup de personnalisation aussi des formations. Est-ce que c'est plus efficace quand la formation elle est personnalisée? Je pose la question à tous les deux. Peut-être, j'imagine que vous avez chacun un avis sur la question. Oui, évidemment. Rappelez-vous ces belles formations que vous avez eues en management, etc., où le prof était génial, il avait plein d'anecdotes, c'était vivant, mais surtout il s'est adapté au niveau du groupe. Ouais. Et ce qui est hyper important, pourquoi le digital, ça doit être la même formation pour les 10 000 managers du groupe, ça doit être les mêmes choses, alors que moi j'ai 20 ans d'expérience, ou moi je viens d'arriver, j'ai pas le même niveau, donc il faut évidemment que le digital s'adapte comme un comment on fait pour individualiser les formations? J'ai une idée de la réponse, mais... Alors, nous, on a commencé au début avec des algorithmes, des conditions de réussite, d'échec, etc. Bon, s'il s'est trompé là, on va lui mettre au niveau on va lui rajouter des séquences, etc. Et on a beaucoup joué sur le temps, même sur des formations réglementaires, par exemple. Quelqu'un qui est directeur d'agence bancaire depuis 17 ans, il va rester dans le dispositif 9 minutes, et on va juste lui donner ce dont il a besoin pour consolider, pour le rassurer, pour lui montrer que oui, tu sais, lui redonner confiance. On joue sur des thèmes mécaniques comme ça. Et puis un nouvel arrivant, il va rester 42 minutes ou 52 minutes sur le dispositif. Donc avec de l'algorithme. Et puis petit à petit, les technos nous permettent aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin et de travailler aussi sur la forme. J'adore aussi cet exemple. Rappelez-vous, en CM1, vous étiez, Rémi, tu devais être au fond de la classe. Mais ça va pas ou quoi? J'étais au premier rang, moi j'étais hyper sage. Dans le bureau du directeur. Au premier rang, là c'est des généralités, c'est pour grossir, c'est des caricatures, mais certains en tout cas ont besoin de prendre en note de manière rigoureuse de chaque détail, d'apprendre par cœur pour comprendre. D'autres peut-être ont besoin de jouer avec la matière, ou voire de discuter avec les copains derrière pour en fait comprendre avant de retenir. Des mécaniques de forme qui sont différentes. Et l'idée, c'est petit à petit d'aller de plus en plus loin. On est très immature encore en EdTech France
sur le sujet, mais de travailler aussi le format, la forme, de manière à ce qu'elle puisse s'adapter à l'individu et sa façon d'apprendre. On sait que tout le monde est capable d'apprendre, mais avec des rythmes différents ou avec des formats différents. Ouais. Écoute, alors moi je suis pas spécialiste du tout des questions de pédagogie ou voilà. Pour autant, peut-être apporter quelques éléments de précision par rapport à ce que tu dis. Moi je te rejoins sur les côtés. On voit maintenant qu'il y a un peu ces questions de préférence d'apprentissage, de contexte, de diversification des formats. Je pense qu'un petit point de nuance peut-être à apporter, c'est le fait qu'on peut distinguer en fait individualisation de personnalisation de l'expérience de formation. À savoir que, disons que dans l'individualisation, on va permettre à la personne de pouvoir exprimer ses objectifs, faire en sorte de les atteindre et de s'y adapter pendant le cadre de la formation. Là où dans la personnalisation, si on pouvait un peu tirer les traits vraiment d'une manière un peu grossière, mais on serait plutôt sur une question un peu de ce que toi tu soulèves, de dire on va vraiment s'adapter en fonction de l'expérience qui est en train de se faire, en fonction des comportements. On va s'adapter, on va proposer des solutions. La personne va être complètement libre de paramétrer, de choisir par exemple même ses séquences d'apprentissage, de moduler complètement son parcours et sa scénarisation. Du coup, je dirais que ça mène en fait un peu différents champs et différentes opportunités. Ce qu'on retrouve bien d'ailleurs, je trouve, dans la tech, c'est assez intéressant. C'est qu'on peut très bien rêver, et je pense qu'à ce stade-là, c'est peut-être encore un peu du rêve, sur le côté personnalisation complet à l'aide de data, sur le fait de se dire, OK, j'ai tel et tel niveau, j'arrive instantanément à proposer une solution qui permettra de faciliter le plus possible, j'allais dire, l'apprentissage, et voilà. Je pense qu'il y a les solutions concrètes pour exploiter toutes ces datas, elles ne sont pas encore optimales, loin de là. Et par contre, au côté individualisation, le fait de se dire, OK, je vais essayer d'offrir un maximum de moyens pour que la personne puisse quand même choisir et avoir des possibilités de s'adapter pendant sa formation. Ça, je pense que c'est quand même plutôt bien ancré et plutôt mieux développé qu'avant, je dirais. Par exemple, là, chez Youno, quand je suis arrivée, il y a tout un chantier qui a été ouvert vraiment pour se dire Youno, la mission, c'est améliorer l'efficacité, l'attractivité et l'accessibilité de la formation professionnelle. Dans l'accessibilité, en fait, une des promesses, elle a rejoint en fait, cet enjeu d'individualisation, puisque du coup, il y a eu tout un travail qui a été fourni pour faire en sorte qu'il n'y ait pas, par exemple, que du format vidéo, qu'il y ait du texte, qu'il y ait des carnets de bord, des possibilités d'écrire, même dans une formation qui est entièrement en ligne, qu'il y ait des possibilités d'interagir directement sur différents types d'espaces, de faire les choses à son rythme, de choisir. Maintenant, il y a certes un scénario qui est proposé, qui est conseillé, mais les gens sont à même de le faire à leur rythme. Donc, c'est autant d'éléments, en fait, qui viennent donner, je pense, qui vont probablement dans le bon sens d'un point de vue d'apprentissage, mais et c'est là où j'ai toujours un petit côté un peu, peut-être, enfin pas critique, mais je pense que le dernier point d'attention à avoir vis-à-vis de ces sujets, c'est quelle est la part d'autonomie et de responsabilité qu'on va laisser à l'individu dans cette expérience-là. Faisons en sorte de vraiment bien le guider, de aussi bien le connaître et de connaître son contexte professionnel pour s'assurer qu'il est vraiment en capacité de pouvoir se saisir de ces différents parcours et d'opportunités offertes par le digital en formation. Ouais, je vois que ça acquiesce à côté. Ce n'est pas forcément de déclaratif dans Ouais. cette personnalisation, mais effectivement l'étude de son comportement où la machine va le guider. Puis, dernière question, qui n'est pas une question piège, hein, mais chez Youno, chez Mercedes Game, est-ce qu'on forme aussi les collaborateurs, tiens, ou est-ce qu'on forme que les collaborateurs des clients? Presque tous les jours. Ouais. On a tous les jours à midi un atelier donc, pour développer les liaisons cognitives, des trucs que je découvre tous les Ouais. jours. On a tous les jours à midi, on a des ateliers d'une demi-heure qui sont volontaires D'accord. et qui permettent de découvrir la nouvelle couleur tendance en communication pour l'attractivité, un terme technique, un terme pédagogique, tous les jours. Et puis évidemment les programmes de formation plus classiques de 2 jours sur la gamification. On a à peu près 3 mois, un parcours d'intégration dure 6 mois chez nous, Ouais. parce que il y a beaucoup de choses nouvelles. Et on découvre et on expérimente, on teste, on fait de la recherche dans chacune de nos structures. Et il y a encore beaucoup à apprendre. Donc c'est vrai que je ne trouve pas aujourd'hui forcément de collaborateurs qui ont déjà toutes les compétences prêts à l'emploi en une semaine. Donc on a 6 mois d'intégration, dont 3 mois de formation. Combien de collaborateurs chez Mercedes Game? Alors, on a, ça fait à peu près 200, mais parce que beaucoup ont des statuts d'indépendants. D'accord. Donc, Ok. il y a 50 pilotes, Ouais. et puis derrière, 150 personnes qui travaillent pour nous. Et le siège est à
À Tours. Yes, je suis né à Tours. Voilà, c'est le centre du monde, Tours. Ville magnifique, à 1 heure de Paris. Et chez Youno, là, on se forme aussi ? Chez Youno, on se forme aussi. Ouais. Quand je suis arrivée, il y a eu tout un dispositif qui a été mis en place. Alors ça, c'est toujours très poussé par Pierre Monclos, qui est notre DRH et qui est aussi un des visages porte-parole. Exactement, voilà, c'est ça. Et lui, en fait, il a tenu à avoir... on a eu une expérience qui s'appelait « Chacun son inter ». Donc, à savoir, pour vraiment aussi connaître l'expérience Youno, connaître l'expérience Spock, et puis se faire une conviction, continuer de connaître les experts qui sont dedans. Tout le monde a suivi, là, sur 6 mois, a choisi de suivre une formation de notre catalogue. Sur laquelle on s'est tous fait des retours, qu'on a essayé de mettre en œuvre avec, en gros, j'allais dire, tout ce qu'on conseillait finalement dans l'environnement des entreprises pour se former. Il y a eu ça. Là, je crois que Pierre nous prépare et nous chouchoute d'une certaine manière parce qu'il nous prépare un accord avec du CPF co-construit. Donc, c'est un élément important qui est aussi, encore une fois, un des axes de développement de l'offre de Youno. Donc, c'est une manière aussi de le vivre. Et puis quotidiennement, moi je trouve, c'est vrai que j'avais une expérience particulière parce que j'avais été toujours dans les couloirs un peu sombres, parfois un peu éclairés de l'université, encore tu as moins bonne mine quand même, voilà. ça va. Et en fait, là, moi, je découvre quand même un cadre et un contexte d'entreprise qui est extrêmement bon, avec beaucoup de feedback, beaucoup de temps de débriefing, beaucoup d'opportunités d'apprentissage entre pairs. Et ça, je trouve que c'est quand même extrêmement riche. Donc, pour ça, au moins, c'est quand même une expérience très positive. Vous vous connaissiez tous les deux avant ? Pas encore. Pas encore. Voilà, c'est ça, la magie du podcast Tech France. On fait se rencontrer les gens de l'écosystème. En tout cas, grâce à vous, ce matin, j'ai appris moi-même plein de choses. Voilà, je sais pas si c'est un MOOC, un Spock. En tout cas, le podcast, c'est aussi un outil d'apprentissage. Je crois que My Serious Game en fait, d'ailleurs. Chez Youno lance sa chaîne de podcast très prochainement, évidemment. Tout le monde nous copie, c'est hallucinant. Je regarde Maxime Maton, qui est juste à côté de moi, qui est un peu plus que le producteur de ce podcast. C'est lui-même qui l'a porté, c'est l'idée, c'est lui qui m'envoie des messages tous les 2 jours pour me dire est-ce que tu as fait... Je le touche, ça c'est ma mémoire vivante, Maxime. Voilà, tu vois, Maxime, on a lancé un mouvement avec les podcasts et j'espère que ça va durer. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. On voit qu'il y a des choses très sérieuses qui se font, qui continueront de se faire. Et voilà, 2 entreprises à suivre de très près qui sont membres d'EdTech France. Merci Éléonore, merci Frédéric. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, nous sommes toujours au salon Learning Technology. On remercie notre partenaire pour son accueil ici, porte de Versailles. Les podcasts continuent. Merci Maxime pour l'organisation aussi de cet événement, la production de ce podcast. Et à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Merci à Maxime Maton de l'agence Matoons pour la production de ce podcast et à notre journaliste Eva Mignot pour la préparation des interviews.